Bonjour à tous et bienvenue dans le Podval du Cast en vidéo. Ça faisait longtemps comme ça qu'on s'était pas vu parce que ça fait longtemps que j'avais pas monté de vidéo. Aujourd'hui je suis avec Johan Fichet. Bonjour. Salut. La première fois que vous voyez cet homme, ce n'est pas la première fois que vous l'entendez. Surtout si vous typez la cellule parce que vous avez accès au super podcast des abonnés dans lequel tu es intervenu de temps en temps. Car figurez-vous que Johan est mon spécialiste PC qui vient me réparer mon ordinateur. Et c'est pas peu dire. Voilà. Parce que j'ai quelqu'un qui s'occupe de mes réseaux, de tout ce qui est site internet, etc., qui est Darky. Et puis le hardware, j'ai envie de dire, c'est toi, quoi. C'est toi qui fais le journal du hard. C'est assez... mais ça reste assez rare quand même que tu fais appel à moi. Oui, de temps en temps quand même. Et puis je fais appel aussi à mon copain Johan pour faire quelques parties de Magic. Si tu es magicien, toi aussi tu joues à Magic the Gathering. Et puis on l'a aussi entendu dans les podcasts de la cellule. Il fait des tests de jeux aussi. Un peu de tout. Et puis tu es speedrunner aussi. Tu as une chaîne Twitch où tu termines Metroid et Zelda en je sais pas combien de temps. Oui, non, c'est... Non, il vient juste de finir Metroid 3 devant nous en 53 minutes avec Soren. Soren était là. Soren aime bien Metroid 3, donc j'ai dit, Johan, t'as qu'à venir, je viens de nous faire le Metroid en 53 minutes. Donc, avis aux amateurs, ceux qui sont capables de faire pareil chez eux, essayez, vous allez voir, c'est très simple. C'est très simple en vérité, apparemment. Parce que modestement, il a l'air de trouver ça simple. En tout cas, ce qui est pas simple, c'est de gagner contre moi au Val, apparemment. Ce soir, c'était pénible. Ouais. Mais on va voir que il a de beaux restes, le Johan, en Val. Alors, ça fait longtemps que tu joues au Val, Yo ? Oh, ça va depuis... oui. Fais attention à ton micro. Depuis que tu fais attention à ton micro. Oui, depuis l'extension, de toute façon. Je t'ai connu juste au moment où tu sortais l'extension. Et c'est là que je t'ai appris à jouer. Non. Est-ce que je t'ai bien formé ? Est-ce que tu t'es bien formé ? Ah oui. Eh bien, on va voir ça. Pas on va voir forcément ça pour la première, mais... Allez, non. La caméra s'est encore éteinte. Elle arrête pas de pioncer. Elle a pas envie de travailler ce soir, cette caméra, j'ai l'impression. Mais c'est parce qu'elle est limite en termes de batterie. Donc on y va, c'est parti, on va lancer la vidéo. Voilà. Oui, c'est les moments, les podcastiques et vidéos les plus intéressants du monde. Alors donc, hop, on va lancer. Alors aujourd'hui, exclusivité, puisque ça fait longtemps que j'avais pas posté de vidéo de Val. 2 parties de Val commentées pour une vidéo. On va commenter 2 parties. On a fait 2 parties coup sur coup. Donc là, attention. Voilà, vous êtes chanceux. C'est bien, on travaille, Enfin, on fait semblant. Allez, la vidéo est commencée. Je commence à distribuer les cartes. Donc, première partie, on va voir pourquoi on a aussi décidé de faire 2 parties de Val. C'est parce que la première partie, on va pas se mentir, elle a été un petit peu rapidement expédiée. Très rapide. Tu vas m'expliquer ce qui s'est passé de ton côté. Tu vas découvrir en même temps que les auditeurs ce qui s'est passé de mon côté. Donc là, on retourne. 3 pour moi et 2 pour toi. On verra qu'on a fait la partie d'après, la deuxième. Les mêmes valeurs. Exactement, c'était marrant ça. Et donc c'est moi qui vais commencer le Val. Alors là, je découvre ma main. J'ai le 10 de pique. On voit pas très très bien, c'est pas terrible. Oh là, on voit jamais rien dans ces vidéos, c'est horrible. Donc j'ai des gros piques et des gros cœurs. Ouais. Donc là, la sortie est assez automatique dans ces cas-là. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tout de suite... En plus, j'ai le roi de cœur et le roi de pique. Donc je vais pouvoir poser tout de suite le gros enfant qu'on aime bien, l'enfant à 14. Qui a fait beaucoup de mal. Il permet de passer directement de 36 à 50. C'est absolument énorme. Et celui-là, tu n'arriveras absolument pas à le gérer au cours de cette partie. Je n'avais que des cartes moyennes. C'est normal, puisque c'est moi qui ai des gros pics. Voilà. C'est fait. De mémoire, j'avais deux dames et 2 valets. J'aurais pu mettre justement un valet en armes. Donc ça aurait fait dame plus valet, ça faisait donc 2 plus 5. On rappelle que le valet vaut 5. Donc ça t'aurait fait 7 en armes. Ouais. Au maximum, tu aurais pu faire un chevalier à 8 en armes. Me débarrasser de l'enfant. On voit là dans la main, j'ai un 9 de pique, tu vois. Ouais. Donc je suis bien. Non, c'est un 10. C'est un 10 ou un 9. Je crois que c'est le 10 et le 9, je crois. Donc je suis vraiment bien, quoi. Et là, ce que je vois sur l'image, c'est un 9. C'est un 9, ouais. Donc là, tu décides de jouer une ombre en plus. Donc là, pour moi, c'est pain béni, parce que l'ombre ne présente aucune menace pour l'enfant, puisque au tour d'après, tu ne pourras pas encore combiner. Il me fallait de la ressource. T'avais rien en pique. J'aurais pu faire que des sorties moyennes, et je voulais quand même quelque chose d'un peu plus solide. Parce que là, en général, ce qu'on répond à l'enfant fort,
c'est l'accompli pour être sûr d'avoir une formation derrière. Mais tu pouvais pas jouer de accompli. mémoire, ça aurait été un accompli extrêmement faible. Il y avait une valeur, je ne sais plus laquelle, qui était extrêmement basse. Je crois que c'était au niveau du cœur ou du trèfle. Du trèfle. Et ça n'aurait pas tenu très longtemps. Parce que en fait, l'idée, c'est de mettre un accompli face à l'enfant fort, de façon à ce qu'au prochain tour... Parce que moi, quand bien même tes valeurs sont faibles, Johan, moi, à mon tour, je ne vais pouvoir enlever qu'une carte de l'accompli. Ouais. Quoi qu'il arrive. C'est vrai. Puisque j'ai posé un enfant. C'est pas une force d'attaque. Donc du coup, au tour d'après, j'aurais pu enlever qu'une seule carte de l'accompli. Donc tu aurais eu forcément l'accompli. Donc l'idée, à mon avis, dans cette partie, c'était de mettre dame, valet pour avoir justement le 7 de pique. Et puis prier, serrer des fesses pour piocher un pic supérieur à 5 après. Et pouvoir combiner quoi qu'il arrive. De mémoire, dans ce que j'ai récupéré, j'ai pas vraiment de... Mais non, regarde, c'est moi qui pioche le 6 de pique. Là. Ouais. Je viens de piocher le 6 de pique. Donc de toute façon... Et là, qu'est-ce que j'ai en main? Je sais plus, mais c'est des mains de porc. Hein. J'ai roi de pique en jeu, roi de cœur en jeu, j'ai 10 de pique, 10 de cœur, je crois. Je sais plus si j'ai 10 de pique. Si, c'est ça, je crois. Et donc là, de toute façon... Alors là, tu réfléchis, je sais pas, tu es en train de... Ah, tu vas essayer de tuer le trèfle de mon roi. Ah oui, non, c'était un roi de trèfle. Oui, j'avais le choix entre mettre le roi de pique ou le roi de trèfle. Et j'ai choisi de mettre le roi de trèfle parce que j'étais déjà tellement puissant en pique. De toute façon, à partir du moment où je sais que j'ai le 10 de cœur et le roi de cœur, je sais que Johan en face ne pourra jamais aller au-delà de 11 ou 12 en cœur. Donc voilà. Avec mon pique, j'ai pas besoin d'y rajouter un roi pour le rendre très très fort. Donc du coup, j'ai préféré mettre le roi de trèfle pour renforcer mon assise. Et là, tu essayes de le taper, ça rate. Et là, donc, tu fais encore ombre. Tu découvres que mon roi a un cœur très faible, je crois. Oui. Un as de cœur. Non, au niveau du cœur, tu avais mis le joker. Voilà, c'est pour ça. Ouais, le joker noir. Donc voilà. Il avait un. C'est pour ça que je me suis dit que c'était un. Exactement. Ok, c'était pas un as de cœur, c'était le joker noir, d'accord. Et donc, du coup, tu te dis, qu'est-ce que tu te dis quand tu vois ça? Tu te dis que tu peux l'avoir? Complètement, mais je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, c'est... J'avais pas envie d'avoir un spectre en face. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit, si j'ai un spectre en face, là, ça va me faire une déneb. Et là, grosso modo, tu vas devenir intouchable, en fait. Mais si j'arrive à avoir du carreau, tu vas devenir vraiment intouchable. Et j'avais peur de me bloquer en faisant ça. Ouais, je comprends. Surtout quand l'autre domine déjà en cœur, lui mettre un spectre qui met un cœur dans le cimetière. Ça peut être assez dangereux. Alors là, je fais un petit trick, que je voudrais expliquer rapidement. Là, ce tour-ci, donc, j'ai éduqué. Donc, tu as mis le 7 de carreau dans le trèfle de mon accompli. Et comme j'avais rien d'autre à faire, j'ai éduqué mon 6 de trèfle dans l'accompli par un 4 de trèfle. Oui. Autrement dit, j'ai downgradé mon accompli. Pourquoi je fais ça? Parce que je me dis que le 7 de carreau jeté de la main, c'était probablement l'un des plus forts carreaux que Johan avait de la main. Et donc, je sais très bien que 6 plus roi, c'est dominant. Mais en même temps, je sais aussi que Johan, il a vu le 6 plus le roi, et donc il sait que mon accompli est à 9. Je me dis, tiens, je vais le downgrader. Comme ça, en plus, il peut penser que je l'ai upgradé, vu qu'il est à 6. Comme ça, je récupère le 6 de trèfle dans la main pour faire une autre formation éventuellement. Donc, c'est une petite astuce pour récupérer des cartes fortes. Quand l'autre a défaussé une carte très forte dans la couleur et qu'il n'a pas réussi à atteindre, on peut lui enfoncer la tête dans la boue en éduquant, en downgradant au lieu de upgrader. Ça, c'est un petit trick comme ça. Qu'est-ce que tu fais là? Alors là, tu fais un mage. Une mage. Oui, une mage. Me montrant par là même que tu n'as pas craché ton carreau le plus fort, en fait. Le 7, c'était le plus faible que tu avais? C'était l'intermédiaire de mémoire. Je crois que j'avais un 3 ou 4 de carreau. Ouais, tu l'as acheté en te disant sur un malentendu, ça peut passer. Voilà. Et donc là, tu vas décider de jouer mage de carreau. Donc là, il est très fort. Hein. De mémoire, il a 11-12. Ouais, j'avais déjà un gros carreau dans la main. Ouais, donc c'était un 9 plus dame, 11 plus 1, parce que c'était un mage, donc il est à 12. Ce qui va te permettre très facilement d'arracher le 4 de trèfle. Mais du coup, tu vois, tu n'as eu que le 4 de trèfle. Et j'ai repris mon 6 de trèfle, du coup. Voilà, c'est un petit truc. De toute façon, le 6 serait parti, puisque Johan l'avait vu. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez bien le trick, mais l'idée, c'est de récupérer sa carte la plus forte en faisant croire éventuellement qu'on a pu augmenter la valeur de sa carte et en la sauvegardant. Et là, on va voir que c'est payant, parce que finalement, au tour d'après, je vais pouvoir éliminer le magicien, donc le
carreau le plus fort de Johan et reposer derrière, enfin potentiellement pouvoir reposer derrière le 6 de trèfle qui sera du coup supérieur sur le... Tu vois, là j'ai réupgradé mon match. Je l'ai rendu encore plus fort et toi de ton côté tu t'es affaibli en jetant tes carreaux. C'est des petits trucs de merde, mais parfois la différence entre la victoire et la défaite, c'est des petits trucs de merde comme ça, des petits détails à la con qui vont faire la différence entre le joueur qui va juste être au niveau et l'excellent joueur qui va tirer vraiment tous les petits points de plus comme ça. C'est un jeu de rapia où il faut aller tirer le moindre petit avantage. Bon là en l'occurrence mon avantage, vous l'avez compris, c'est que j'ai un enfant énorme et qu'à aucun moment tu auras l'initiative dessus. Indégommable. Ah tu peux pas. C'est pas parce que c'est moi qui ai les piques. En fait, tu vois la main de base, quand tu vois ma main de base, tu comprends que j'ai gagné quasiment. C'est ça qui est fou. C'est pour ça d'ailleurs qu'on en a refait une, c'est que c'est des mains... On en a déjà eu des mains comme ça, malheureusement, en vidéo. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que la partie qu'on n'a pas filmée, parce qu'il faut savoir qu'avec Johan, on a fait une partie juste avant, et la partie qu'on n'a pas filmée, c'était un lever de soleil extrêmement disputé, etc. C'était super intéressant. Une partie très rapide pourtant. C'est ça qui a été étonnant, c'est très rapide, mais complète. Et hyper disputé. Mais pourquoi ? Parce qu'on a posé des fous, on a posé des ombres, c'est aussi pour ça que ça a été rapide, on a pioché beaucoup. Et donc au final, la partie qu'on vous montre pas, c'est la partie la plus intéressante, et celle-ci qu'on vous montre, elle est un peu automatique, elle n'est pas très intéressante. C'est triste. Là, comme je le disais, c'est vrai que j'avais vraiment un gros trou au niveau de la règle avec les valets, donc j'aurais pu faire peut-être un peu mieux, ça j'en suis sûr. Mais je ne pense pas que ça aurait été déterminant. Est-ce que tu pouvais combiner 2 piques et aller à 12 ? Enfin, à 14 ? Pas... À aucun moment, même avec la dame. Parce que si tu dis que ton seul pique, c'était ce valet de carreau combiné à la dame, ça veut dire que tu n'avais pas de quoi compléter. Voilà. Bon, donc c'était mort. C'était mort. C'est sûr que c'est mort. Donc là, du coup, tu fais des coups pour passer le temps, j'ai envie de dire, parce que de toute façon, à partir du moment où l'enfant n'est pas mort, je suis à 92, donc j'ai déjà gagné. En fait. Ouais. Alors, ça, c'est un truc, t'en parlais tout à l'heure quand tu jouais à Metroid avec nous, c'est ce qu'on appelle l'effet Bonaldi. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de l'effet Bonaldi ? Ça, Bonaldi, c'était un inventeur qui, dès qu'il passait à la télé, avait tendance soit à faire sauter les plombs du studio, soit à se moi, j'ai découvert... C'est aussi l'effet Bill Gates. J'ai découvert comment ça s'appelait cette émission ? C'était l'émission présentée par Gildas. Oui. Philippe Gildas. Putain, comment ça s'appelait ? Bordel, c'était Nulle part ailleurs. L'émission phare de Canal+. Ça a été l'émission phare de Canal+ pendant des années parce que c'est là où il y avait les Guignols. C'était une émission en clair. C'était de mémoire en présentant un aspirateur révolutionnaire qu'il avait fait sauter les plombs du plateau, un truc comme ça. C'est de là qu'est partie l'expression de mémoire. Je sais pas s'il était inventeur. S'il y avait moyen de nous redire ça, si on est dans le juste ou pas. Je sais pas s'il était inventeur lui-même, mais je sais qu'il présentait des inventions. Ça c'est sûr. Moi, je crois que l'effet Bonaldi, ça vient de Game One, ça vient de Marcus. Moi, je l'ai déjà entendu aussi dans le milieu de l'industriel. Ah oui ? Ah oui. Ah oui, donc c'est possible que ça vienne du milieu de l'industriel. Ok. Ah oui, c'est une possibilité très forte. Donc du coup, voilà, là Marcus, on est en train de... c'est un aimant à effet Bonaldi. Attends, le mec, il arrive à se faire battre par une godasse à son jeu de moto, quoi, quand même. À un moment donné, pour déconner, parce qu'il joue un jeu de moto dans lequel, en fait, la moto, quand elle touche le bord de l'écran, la moto, elle se remet automatiquement sur la route. Et donc, il dit, mais c'est nul ce jeu, parce que même s'il y a des collisions ou quoi, il suffit juste d'appuyer sur le bouton accéléré et par la force des collisions, on revient. Et sachant qu'il n'y a pas de dégâts, rien du tout. Donc, il dit, écoutez, je vais faire une expérience. Je vais mettre une godasse à appuyer sur X et je vais faire la course contre ma godasse. et la godasse manque de le battre de peu parce que lui, évidemment, il fanfaronne, il parle, etc. Et donc, du coup, c'est très marrant. Allez, on commence tout de suite la deuxième partie distribution des cartes. Et donc, l'effet Bonaldi, c'est un truc qui est bien connu aussi des speedrunners. Ouais. Parce que quand ils sont en public, c'est là que tout se passe mal. Il faut voir le nombre de retries que j'ai fait. Avec ce soir, ouais. C'est terrible. Pour arriver à 53 minutes, tu as fait quand même 4 sauvegardes. Ouais. Dans Metroid, donc. Alors là, on voit que les valeurs retournées sont les mêmes. Je retourne un 3 de pique et tu retournes la dame de carreau. Exactement. Dont on sait au crépuscule, elle vaut 2. Donc, une dame retournée vaut 2, un roi vaut 3 et un valet vaut 1. Donc du coup, au crépuscule seulement, parce que le valet vaut 5 par ailleurs quand il est utilisé en ressources cardinales. Mais là, au crépuscule, toutes ces figures valent en fait la valeur qu'elles ont lorsqu'elles sont défaussées directement de la main pour attaquer. Donc c'est encore moi qui vais commencer. Alors cette fois-ci, alors là, dans la main, j'ai 8 de carreau, 10 de carreau, 2 figures, dont un joker noir,
mais que des cartes moyennes. J'ai pas, à part le carreau qui est ma carte forte, en cœur, je suis pas terrible. En pique, je suis moyen. J'ai 7 de pique maximum. Donc, je vais décider de partir sur une stratégie de rush parce que je me dis dans ma tête, Johan, il va se faire avoir. Il joue pas souvent ovale. Le rush carreau en Hélios, il pense que c'est pas possible, comme la plupart des gens qui jouent en Hélios et qui se disent 36 points de vie, ça empêche le rush carreau. Donc, je me dis, je vais partir sur un rush carreau. Pourtant, c'est du carreau dont je me méfie le plus. C'est pour ça que j'aime beaucoup faire une déneb, parce qu'au moins, ça me fait un parafoudre. Ah ouais, d'accord, ok. Donc t'es très prudent aux dégâts directs. Complètement. Parce que beaucoup de joueurs, vu qu'on commence à 36 points de vie, en Hélios, ne pensent pas du tout qu'on peut se faire rusher à carreau. Ils oublient un peu de se protéger, de se défendre. Généralement, ils posent des accomplis. Et ils disent, accompli, c'est bon, je suis protégé. Non, parce qu'en fait, tu peux te faire prendre un carreau. Et donc là, regarde, en plus... Il répond à mon accompli par un accompli. Moi, je dis, parfait, il est tombé dans mon piège. Et là, pouf, il fait rien en plus. Il pioche une carte. Tu pioches une carte et tu regardes mon cœur. En plus, mon cœur, c'est la valeur la plus forte. Moi, je suis quelqu'un de pacifique. Tu ne m'attaques pas, je ne t'attaque pas. Mais tout à fait. Mais tout à fait. On va voir que tu es très, très pacifique. Complètement. Donc là, moi, je dis, ok, je suis bien. Là, je suis dans ma position nickel. Là, je suis impeccable. Donc, je commence gentiment. Je me dis, ok, très bien. Là, j'ai encore une petite hésitation. Je me dis, est-ce que je pars sur le contrôle de l'accompli ou alors est-ce que je pars directement dans le rush? Et là, l'hésitation que j'ai, c'est est-ce que je lui cale directement le 8 et le 10 dans la gueule pour le mettre à 18 et le faire stresser? Ou alors, est-ce que je vais juste lui mettre un petit 4, parce que j'ai le 4 de carreau, un petit 4 et un 10, ça fait quand même 14, ça le stresse déjà, et je reste avec mon 8 un petit peu caché, il sait pas tellement que j'ai le 8. Je me dis, allez, je vais faire ça. Mais j'étais de toute façon parti sur la stratégie du rush carreau. Et on va voir que ça fait... Donc là, bam, je suis tout content, j'attaque au carreau, je lui colle 14, on voit. Donc là, moi, je suis content. Moi, personnellement, là, je ne suis pas stressé du tout. En fait, L'enfoiré. Il a 2 cœurs énormes en face. C'était juste la pire stratégie que je pouvais choisir. Complètement. C'était le pire que je pouvais faire. Donc, là, je fais mon enfant tranquille. Impeccable. Bon, oui. Et là, tu gagnes. Et là, il y a une petite erreur. Alors là, effectivement, là je dois mea culpa. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Là, je te dis que je ne gagne que 20 points de majesté. Tu dis 10 et 10. Tu retournes ton enfant, tu dis 10 et tu retournes ton enfant. J'avais oublié le plus 1 de l'enfant. Exactement. Et du coup, ce n'est pas 10 qu'il me donnait, mais 11. Et ça t'a... Je ne sais pas. Ça m'a défoncé. Je suis vraiment désolé, c'était vraiment pas... Du coup, moi, je pense que l'enfant... Non, mais c'est à moi de vérifier. Je veux dire que c'est à moi de vérifier. C'est pas toi, parce que tu peux annoncer 10 et 10, mais c'est à moi de vérifier. Donc moi, du coup, qu'est-ce que je fais? J'ai 3 de pique. Je sais que j'ai mis le 7 de pique dans la... Qu'est-ce que je fais? Je fais 3 plus 7, ça fait 10. Donc je lance le 3 de pique de la main. Et là, je réalise, on voit le doigt, tu sais... mais merde. Ah mais merde! Donc là voilà, 7 et 3 ça fait 10 et ça fait pas 11. Et donc du coup je me fais baiser parce que... Et donc du coup je te dis mais en fait tu m'as dit qu'il était à 10. Puis tu dis oui je crois. Et là on vérifie après, on va vérifier sur les points de vie, on va s'apercevoir que c'était bien le cas. Et ça c'est le coup qui me fait... Ça c'est le coup de retard du coup que je vais avoir et qui va me coûter vraiment ce match. Et j'oublie toujours ce plus 1 sur les enfants. C'est toujours terrible. Je trouve ça génial parce que voilà... Ah, vous êtes content avec 2 parties commentées comme ça, hein? La première, elle est automatique, elle est pourrie. La deuxième, elle va se jouer sur une erreur. Elle est complètement biaisée, la deuxième. Pour finir l'année, il fallait ça, je pense. Mais ça fait partie du Val. C'est un fait de jeu. C'est comme, tu sais, cette main de Maradona qui va mettre le but en Coupe du Monde. C'est des faits de jeu. C'est comme ça. Ça existe dans le Val aussi. Donc là, voilà, j'ai voulu faire 10. J'ai fait 10. Hein, mais parce que là, à mon avis... Ça m'amuse. Je trouve ça rigolo. C'est la mort la plus conne. Je pense que je suis bien content de crever comme ça. J'ai qu'à faire gaffe. Ouais, et là, je suis tellement rageux d'avoir raté ce coup que là, je regarde même pas ton trèfle. C'est vrai, véridique. C'est-à-dire que je suis en train de penser, en train de scrumbler, en train de... Du coup, j'ai même pas regardé le trèfle. Là, du coup, lui, il gagne. Mais attends, mais je suis doublement rageux. Je pars sur une stratégie rush. Il a les 2 gros cœurs. Et après, il me défonce sur... Mais ce qui est génial, c'est qu'en plus, je savais que c'était une connerie parce que j'ai qu'un cœur dans la main. Et c'est un 7.
Donc il y a quand même de fortes chances pour que tu aies des cœurs dans la main et Mhm. que ma stratégie rush, elle marche pas terrible quand même. Et là, Au il faut final, j'ai mal avouer joué que quand même. tout s'est super bien enchaîné de mon côté également par la suite. Bah là, je pense même qu'à un moment donné... Alors là, du coup, je tape à 6 le cœur de l'enfant. Voilà, bah là, du coup, je rattrape mon Exactement. retard. Voilà. Là, on voit que je rattrape mon retard. C'est bon, je fais le play qu'il faut faire, à savoir tuer l'enfant. Donc là, enfin, je me retrouve... Tu vois, j'aurais fait le bon play tout à l'heure. On se retrouvait accompli face à accompli. Il y avait match. Ouais. Tu vois, Et il y avait un match. en y repensant, j'aurais pu être un peu... Un peu plus aggro, je pense. Pas forcément, mais j'aurais pu te dire directement, en fait, plutôt que mon enfant qui était à 11, vu que tu connaissais mon... Ah oui, on aurait pu dire... On aurait pu dire que tu ciblais l'autre. J'y ai pensé, mais ça marchait pas. Parce que si je te dégageais le 10 de cœur, je suis exactement comme toi. Hein. J'aime pas foutre un spectre en face. Si je te dégageais le 10 de cœur comme ça, le 10 de cœur partait à la rivière, et comme tu avais un spectre, tu pouvais le récupérer le tour d'après. Et donc cette solution, elle me convenait pas non plus. J'y ai pensé en plus. Mais ça me convenait pas non plus, Johan, parce que du coup, tu pouvais le récupérer et tu pouvais refaire une formation avec le 10 de cœur. Ouais. Et au final, la défaite était automatique aussi. Donc là, c'est dommage parce que je pense que c'est à cause de ce coup de retard que du coup, tu vas toujours avoir une formation de plus par rapport à moi. Complètement. Et qui du coup... Déjà, j'ai un retard en majesté parce qu'on voit que Johan est déjà à 64. Mais en plus, je vais avoir un retard en formation. J'arriverai jamais à revenir de ça. Alors là, donc, tu utilises la dame de carreau pour attaquer le trèfle de l'accompli. Le valet. C'était un valet. Voilà, ouais, c'est ça. Donc, valet plus... Donc, on rappelle, hein, le valet permet de piocher une carte supplémentaire lorsqu'il défausse un pouvoir. Donc là, bien que ce soit un accompli, Johan a pioché une carte parce qu'il a réussi à défausser le pouvoir d'un accompli. Et là, on voit que... là, je perds ma seule figure. Donc, sachant que j'avais mis la figure et le joker noir, donc j'avais mis toutes mes figures dans cette figure. Donc là, en fait, j'avais plus de figures à part celle que j'ai piochée au tour précédent, mais j'avais plus rien, quoi. Tu voulais dire quelque chose, Johan? Non, ce fou, c'était vraiment le porte-épée, en fait. Ouais. Il avait juste pour intérêt d'aller mettre un bonus de plus 2 sur ton arme, parce que sinon... C'est vraiment le fou dédié à l'étoile qui est là pour porter le coup glaive. De surin. Exactement. Et là, tu te retrouves à 2 formations contre 0. Donc voilà. Et là, en plus, ce que je fais, donc là, je vais faire un certain nombre d'erreurs. Alors d'abord, on voit que la stratégie de rush était un petit peu celle qui m'était destinée, parce que si vous regardez les pioches que je fais, c'était vraiment des pioches de carreau. J'ai pioché le 9 de carreau, j'ai pioché le 10 de carreau, j'ai eu le 8 de carreau, j'ai eu le 7 de carreau, j'ai eu tous les gros carreaux, et après, je ne pioche que des carreaux. C'est vraiment comme si le destin m'avait dit va te faire foutre. Donc du coup, c'était un peu relou. Mais alors là, du coup, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, pour être sûr de mon coup, je défausse le plus gros carreau que j'ai dans la main. Et ça, c'est une erreur. Évidemment, parce que du coup, à un moment donné, je fais des overkill. Là, par exemple, tu vois, j'ai balancé un 7 sur un 4 ou un 9 sur un 4, je sais plus. C'est un overkill, donc j'ai mis beaucoup trop de points sur un... Et du coup, après, je vais être trop court pour aller défoncer ton accompli. Je vais plus avoir les carreaux suffisants pour aller le défoncer. Donc j'ai fait vraiment des erreurs, quoi. Et là, en plus, non seulement tu pourrais déjà gagner à la majesté quasiment. Hein. T'as pas besoin d'aller... Ouais, mais de mémoire, ce deuxième fou est absolument ridicule au niveau du cœur. D'accord. Et même mon accompli de mémoire n'est pas foufou au niveau du cœur. Il a 10. Ah, exact. Bah c'est un 10. Et je crois que tu l'as oublié. Il y a un moment donné où tu l'as oublié, je pense. J'ai bien vu que dans ta stratégie, dans les choix que tu faisais... Je me souviens que cet accompli-là était complètement pété au niveau de l'attaque aussi. Pas forcément l'attaque, mais au niveau défensif, il était très très fort. Que ce soit le trèfle ou le cœur, effectivement, il tournait autour de 9-10. Ouais, d'accord. Okay, ouais. Donc en fait... Parce que là, tu vois, je pioche encore un carreau. Je pioche le 7 de carreau, là. Ouais. Ça, on se rend compte, je les aurais tous piochés. 7, 8, 9, 10. J'ai tout pioché. En fait, tu réussis... En fait, c'est incroyable que tu sois pas en pénurie de carreaux sur cette partie. D'ailleurs, tu es un peu en pénurie de carreaux parce que t'as que le valet de carreaux, en fait. Si on regarde bien, tu ne fous que des fous derrière. Ouais. Et c'est dommage parce que si j'avais pas raté ce premier coup sur l'enfant... Je pense que la partie aurait été peut-être un peu plus disputée. Et là, voilà, tu vois. Effectivement, je te révèle ça. Mais ça, c'est le prix des overkills. J'ai tellement craché du carreau pour te tuer tes fous, en overkillant tes fous, que là, du coup, j'ai plus le carreau suffisant pour aller chercher ton accompli. Donc là, c'est aussi des erreurs de jeu de ma part. J'aurais dû tout de suite attaquer l'accompli. Mais en tout cas, je suis vraiment désolé pour ce début de partie où
Mais ça fait partie du Val. C'est le Val, c'est la loi du Val. C'est à moi de faire attention, je suis désolé, tu retournes un enfant, en plus tu t'es volé, tu vois, sur le truc. Sur le coup, tu te voles en fait. Oui. C'est à moi de faire attention, de vérifier les coups, de vérifier les trucs. Voilà. Après, évidemment, tu l'aurais fait exprès, je t'aurais dit que là, c'était de la triche. Ce serait probablement mal passé. On en serait probablement venu aux mains. Mais là, vu que t'en as pas fait exprès, ça se voyait, tu vois, t'avais vraiment... donc du coup, nickel, quoi. Non, il n'y a rien à dire sur cette partie. Voilà. Pour ce petit Val. Deux Val pour le prix d'une vidéo. Des commentaires, j'ai l'impression que t'es un petit peu... t'es moins offensif que certains joueurs, Yoann. J'ai l'impression que tu joues très défensif dans le Val. Oui, de toute façon, tu connais ma figure préférée maintenant. La Deneb, pour la simple et bonne raison que je fais tout pour éviter en fait de me prendre des dégâts. Et c'est vrai que c'est une fois que ma situation est stabilisée que là, je vais commencer à passer à l'offensif. Alors comment on joue défensif au Val ? Moi, ça, je sais pas faire. Alors là, par contre... t'as des trucs, t'as des conseils Je pense que même t'as dû remarquer, je joue beaucoup avec des enfants. Je joue beaucoup avec les spectres, les ombres, effectivement. Tu joues beaucoup des formations en fait, qui misent pas grand-chose sur l'attaque. Quand est-ce que tu attaques, en fait, quand tu joues défensif comme ça ? Vraiment, quand les dégâts que tu vas m'infliger ne vont pas détruire mon jeu. J'entends par là, je perds une figure, c'est pas grave. Là, on a bien vu tout à l'heure, mes 2 fous sont morts, c'est pas grave, ils sont là pour ça. Ils ont fait leur boulot, faire une attaque, et éventuellement, si tu n'arrives pas à me les dézinguer, à refaire une deuxième. Ouais. C'est la seule raison de ces 2 fous-là. J'aurais pu juste jouer les cartes en arcane, comme ça, de base, mais je me suis dit, bon, là, j'ai de la ressource, c'est des cartes faibles qu'elles vont avoir en cœur et en trèfle, donc autant que l'épée ait un socle solide. Surtout que j'ai 2 figures en plus, autant en profiter. Et c'est avec des petites pichenettes comme ça que je vais attaquer. C'est incroyable. Je fais rarement des gros assauts, je fais souvent des petites pichenettes à droite, à gauche. C'est incroyable. Si je fais l'historique de toutes les parties qu'on a faites, on n'a pas fait beaucoup de parties ensemble, une dizaine de parties seulement. Ouais, à peu près. Et dont certaines qui sont mémorables parce qu'on les a faites par terre dans cette pièce-là, sur le truc. Il y a eu quelques photos postées sur Facebook. Avec des cartes géantes. Avec les cartes géantes. Et ben, si tu te souviens bien de la partie qu'on a faite, on voit la rivière. Les photos en attesteront. On voit la rivière aller vers toi. Pourquoi ? Parce qu'on a fait un lever de soleil. Là, la partie précédente, on a fait un lever de soleil. Là, j'ai gagné la deuxième, et regardez bien, j'ai gagné la deuxième à la majesté. La deuxième partie, je meurs. Autrement dit, si je fais l'historique des parties avec Yoann, je n'ai quasiment jamais réussi à te tuer. Je gagne parce que je brille plus que toi, on perd parce qu'on arrive à la majesté, mais je n'ai jamais réussi à te foutre à zéro, quoi. Donc ça veut dire qu'il existe bien une stratégie Yoann qui est pour l'instant un peu je sais pas encore mais c'est pour ça que je te pose la question. C'est vrai que je n'avais jamais analysé ça comme ça. Moi je l'analyse comme ça. Par contre je me suis souvent fait la réflexion quand je joue contre toi que tu as du mal à gagner. Tu me fais penser à Andromède dans les Chevaliers du Zodiaque. C'est-à-dire ce qui est mon chevalier préféré d'ailleurs. Donc c'est plutôt pas mal. Un grand homme. Moi aussi c'est mon chevalier préféré. Et donc c'est vrai que tu me fais beaucoup penser à ça, c'est-à-dire que tu es extrêmement défensif, mais tu ne vas jamais tuer ton adversaire. Et donc au final tu vas perdre avec lui ou et donc je m'interroge, je me dis mais j'aimerais bien être une petite souris et filmer plusieurs de tes parties de Val et comprendre comment on ne perd pas au Val. Ou alors comment on perd avec lui. J'analyserai plus en détail ma façon de faire. Alors déjà, moi je dis, des ombres tout le temps. Piocher. Ça c'est... j'ai toujours dans ma tête cette mécanique que plus tu pioches, plus tu as d'avantages. Ça c'est sûr. Ouais. En fait, le but c'est de faire mon stock en fait, d'armement en fait. Et je crois que c'est surtout ça en fait, c'est tant que je n'ai pas suffisamment de quoi faire des gros coups, je ne vais pas le faire. Attention à ton micro. Excuse-moi. C'est juste pour les... Ouais. Et c'est vrai qu'en y repensant, j'attends vraiment d'avoir suffisamment mettre 4 ou 5 en pique. C'est très rare que je vais le faire. Je vais plutôt attendre d'avoir du 7, 8, 9. 10 c'est parfait, mais je vais quand même commencer à attendre d'avoir des grosses valeurs et vraiment des formations faites vraiment pour l'attaque.
Mais c'est vrai qu'en temps normal, les 3 formations qu'on voit le plus, c'est vraiment... Le fou, l'enfant et l'ombre. Et encore, le fou, le c'est très très rare. Regarde, le fou, c'est très très rare que j'en joue. C'est toujours ombre, enfant et spectre. Spectre, pour moi, ça reste une figure extrêmement forte. Mais en fait, à bien y réfléchir, c'est intéressant parce que... tu me dis souvent le contraire, comme quoi le spectre est pas... Ah non. Non, pour moi, le spectre, c'est une des meilleures pièces du Val. Non, je ne dirais pas ça. Non, alors, autant dans le Val de Sinlos, clairement, le fou, le mage et le fou étaient désavantagés par rapport aux autres formations. Dans le Val d'Antares, ça restait le cas. Dans le Val d'Hélios, je n'ai aucune formation préférée. D'accord. Je les trouve toutes à égalité. Mais à coup pas. Ouais. Non, j'ai mal compris du coup. Non. Ce qui me fait halluciner, c'est ça, c'est qu'en fait, si on réfléchit bien, tu optimises. C'est-à-dire que c'est un minimum de cartes pour un maximum de pouvoir. Les 3 formations que tu donnes, c'est ça. Vraiment, comme je disais, me protéger un maximum, en fait, me mettre dans une carapace, et puis une fois que j'ai accumulé suffisamment de ressources, j'y vais, quoi. Est-ce que parfois tu te dis pas j'aurais pu gagner cette partie s'ils avaient joué plus ouvert? Non, parce que je n'arrive absolument pas à réfléchir en mode je rush. En mode aggro, ouais. Complètement. Je crois que le Val est l'un des rares jeux auxquels je ne sais pas penser aggro. Si je reprends ton terme. Ouais. Mon premier réflexe, ça va être est-ce que je peux au mieux incapaciter tes figures et du moins. Tu n'attaques que si c'est pour te défendre. Voilà, après c'est vraiment si je sais que je vais avoir de quoi te faire du dégât assez conséquent, dans ce cas-là effectivement ça va être généralement mon spectre qui va faire le boulot. Mais sinon c'est vrai que je pense assez peu avec les chevaliers ou assez peu... Si tu veux, en fait, ça m'intéresse beaucoup d'analyser comment tu joues parce que moi, en ce moment, je suis dans une... Enfin, en ce moment, non, là, j'ai un peu arrêté de travailler cette stratégie, mais à un moment donné, je travaillais pas mal avec Darky. On travaillait cette stratégie qui consiste à faire comme aux échecs, c'est-à-dire toujours viser le match nul. C'est-à-dire, la stratégie, en gros, c'est tu cherches toujours à poser des fous, des ombres, toujours à piocher un maximum pour... de toute façon avoir une partie nulle. Et puis après, on verra, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Si à un moment donné, tu peux gagner, tu gagnes, mais tu vois ce que je veux dire? Après, pas sûr que... Là, tu cites vraiment les 2 figures-là, ombre et fou, pour la pioche, encaisser. Mais si en face, on a quelqu'un d'assez agressif, à mon avis, ça ne suffit pas. Ça... Effectivement, le temps que tu passes à accumuler, parce que mine de rien, un fou, c'est quand même 4 cartes que tu mets de côté. Que tu dépenses. Donc c'est quand même de la ressource qui pourrait te servir justement à faire comme j'ai fait tout à l'heure, à tenir une épée qui pourrait survivre 2 tours. Toi, le fou, tu t'en sers comme figure d'attaque. Exactement, en fait. C'est à défaut de pouvoir faire un chevalier, je vais faire un fou. Mais tu regrettes pas parfois de te dire mais putain, j'ai posé un fou et il aurait pu me servir à piocher des cartes? Non, et là... pas du tout. Là, parce que j'y pensais exactement comme pour la deuxième partie. Filmé où mes fous ne servaient, comme je te disais, en fait, qu'à tenir l'épée. Ouais. J'avais 2 cartes en pique. Hein. Je me suis dit, les 2 cartes-là, il faut que je les joue. Et par contre, si je les jouais de ma main, si je les jouais en tant qu'arcane, c'était une carte qui était perdue. Dans le doute, j'avais de la ressource. Avec ce que j'avais pioché, j'avais suffisamment de ressources en main pour me permettre cette dépense un peu folle. De me dire, voilà, je joue mon fou, et au moins, il tient l'épée. Il meurt, tant pis. C'est les 2 autres cartes, mes 2 autres arcanes, elles sont faibles. Ce ne sera pas une perte. Pour la pioche, j'ai toujours mon ombre. Et puis, tant pis. Et j'ai toujours aussi mon accompli pour être un peu polyvalent. Mais ouais, mais là, c'est particulier cette partie. Je trouve que ça exemplifie pas trop ton propos parce que là, premièrement, tu n'as pas de carreaux, je pense, dans la main. C'est moi qui les ai tous. Donc, tu n'as pas le choix que de poser des fous, tu vois. Non. Ouais. Bon. Donc déjà, moi j'aimerais bien te voir choisir à un moment donné de faire un fou pour attaquer. Et ça, tu vois, de vraiment choisir. Là, tu es contraint en fait de poser un fou. Mais tu aurais fait la même chose. Je pense que j'aurais réagi de la même manière. Et en gardant le carreau dans la main. Si j'avais eu un carreau plus fort que celui qu'il y avait sur mon accompli, jamais j'aurais fait un chevalier. J'aurais préféré éduquer mon accompli, quitte à ce que... comment ça s'appelle Tu fais jamais de chevalier. C'est vrai que maintenant que j'y pense, tu fais jamais de chevalier.
Parce que je vois tellement plus d'avantages à un spectre qu'à un chevalier que mon carreau, je préfère le mettre sur un spectre en fait. Les chevaliers, c'est très très rare que je les fais. C'est généralement, je les crée. C'est soit pour justement avoir le +1 qui va me permettre d'enlever le cœur d'un chevalier. Vraiment, voilà. Vraiment, pour aller vraiment au +1, quoi. Et c'est vrai que ça, moi, c'est une vision que j'ai assez ancrée en moi du Val. L'épée est là pour les mortels et le pouvoir est là pour la majesté, en fait. C'est intéressant. Et j'ai vraiment du mal à voir, en fait, c'est cette contrainte que le cœur est là pour bloquer l'épée. En fait, c'est... Non, ça te va pas, ouais. C'est pas que ça me va pas, au contraire, je trouve cette règle absolument géniale, en fait. Mais c'est pas dans ton... C'est pas comme ça que tu réfléchis, quoi. J'ai dit... Pour moi, c'est trop de contraintes pour réussir à avoir la majesté à l'épée, en fait. Si tu fais ça, c'est que vraiment tu t'es acharné, c'est que vraiment tu as fait le barbare. Oui, mais en général, c'est... Alors, pourquoi en général les gens font ça? C'est qu'en fait, ils utilisent le pic comme un contrôle du board. Ils utilisent le pic pour contrôler le board. Et pour toi, c'est pas valable, ça. Regarde, moi, sur les parties qu'on a faites, tes figures, je les détruis à l'épée. Et c'est principalement l'étoile adverse que j'attaque au pouvoir. À l'esprit, tu veux dire. À l'esprit. En y repensant, je me rends compte que j'agis souvent comme ça. Et d'ailleurs, à un moment donné, tu m'as dit, je veux pas... À un moment donné, on a débriefé très rapidement, entre les deux parties, on a débriefé très très rapidement la partie précédente, donc la première, et tu m'as dit, je voulais surtout pas te mettre un spectre en face, donc en gros, attaquer au pic une de tes figures, parce que je me serais retrouvé dans une situation qui est trop délicate. Ah, complètement. Alors, maintenant, une petite question, est-ce que c'est pas un problème du Val, ça? Alors, si tu as raison, tu vois, si vraiment il faut pas attaquer le cœur des accomplis, parce que le spectre, c'est trop fort. C'est pas vraiment un problème, C'est un feeling que tu as par rapport à ça, mais complètement. Et c'est surtout, ça fait aussi partie de la magie du jeu, en fait. Moi, de toute façon, tu m'entends aussi quand je parle pendant que je joue, je vois vraiment le côté narratif derrière. Symbolique, voilà. Fait, Et pour moi, c'est tellement bien ancré ce fait que, en enlevant le cœur de l'accompli, tu prends le risque d'avoir sa vengeance derrière d'entre les morts, que c'en est génial. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant, mais c'est une des raisons qu'on fait que le cœur de l'accompli, quand il est retiré, on ne peut pas le lui rendre. Parce que j'avais conscience que attaquer l'accompli par le cœur, c'était donner un spectre à l'adversaire, et que le spectre était effectivement une pièce de Val qui, pour moi, était quand même beaucoup plus forte que l'accompli. Et donc, en gros, ça aurait été donner un coup pour donner à l'autre un avantage. Donc, pour compenser ça, l'idée qu'on puisse pas rééduquer le cœur, je trouvais que l'idée qu'on puisse pas rééduquer le cœur, tu vois, ça fait que du coup, c'est quand même intéressant d'y aller, parce que tu te dis, si je bats le cœur, après, il me restera plus que son trèfle. Quoi qu'il arrive, il pourra pas le rééduquer. Ouais. Mais il y a deux problèmes à ça. Premier problème, c'est si c'est un roi ou une reine, tu prends le risque que ce soit un royal. Et là, c'est la mort du petit cheval, comme tu dis souvent. Ouais. Et l'autre risque, c'est que le cœur de ce spectre soit récupéré à la rivière pour être en fait utilisé à regagner de la majesté. Et donc du coup à renforcer encore l'étoile ou à reconstruire un être. Et pour répondre à ta question, est-ce que c'est pas un problème du Val? Non, pour la simple et bonne raison que les deux seules parties attaquables de ton accompli, donc si tu attaques effectivement son cœur, tu te retrouves avec un spectre avec comme désavantage d'avoir un parafoudre et comme tu dis la possibilité de récupérer donc un avantage certain pour l'adversaire. Mais si tu attaques son pouvoir et que en face il rééduque son chevalier, oui, c'est dur quoi. C'est une régénération et ça,
tu as perdu un tour. Tu as perdu un tour quand même. Mais lui, il a perdu une carte quand même. Ouais, mais souvent, c'est pas suffisant. Sauf si c'est un épouvantail, c'en est génial. Ouais. Et généralement, j'ai remarqué ça, il n'y a pas qu'avec toi, beaucoup de personnes mettent assez peu de pouvoir sur les accomplis, et c'est généralement c'est des armées d'épouvantail qu'on a en face. Donc, tu as beau défoncer en face l'accompli, il revient très rapidement au tour d'après. J'ai une question pour toi. Alors, parce que je vous rappelle que donc, au moment où on enregistre ces émissions, le Val 3 n'est pas encore sorti. Est-ce qu'il ne faudrait pas quand même faire en sorte que le cœur arraché du spectre soit mis en enfer ? Qu'il n'aille pas à la rivière de la mort. Là, par contre, c'est une bonne question. Parce que moi, je trouve quand même que le fait que le gars qui a le spectre en face puisse récupérer son propre cœur. Alors, il y aurait une exception à ça, c'est la fameuse Dame Noire, qui, quand elle perd le roi de cœur va à la rivière, ce qu'il faut qu'elle puisse la récupérer pour faire son exorcisme. Tu vois, le fait que, parce que je vous rappelle que quand il y a une Dame Noire qui apparaît sur le Val, si elle a perdu son mari, qu'il est parti à la rivière de la mort, la Dame Noire, si elle récupère son mari, si son mari réapparaît sur le Val, eh bien, à ce moment-là, elle est exorcisée et vous gagnez l'étoile qui fait exorciser la dame de cette manière, gagne 15 points de majesté ou 20 points de majesté, je sais plus si ça compte les bonus du spectre ou pas, mais en gros, un gros paquet de majesté. Ça peut être une manière de gagner à la majesté, en fait, que de faire cet exorcisme. Donc là, il faut que ce roi, il aille à la rivière de la mort, ça c'est sûr. Les amoureux qui seront condamnés iront à la rivière, sauf le carreau, sauf les rois et la reine de carreau, parce qu'ils appartiennent au diable, etc. Ça, ce sera se garder, mais je me demande s'il ne faudrait pas faire une série de playtests. Ouais. Où quand on tue le cœur d'un accompli, ce cœur va en enfer. Il est retiré. Est-ce que tu trouves ça pas un peu trop fort que tu lui donnes un spectre, tu mets un cœur au cimetière et du coup il peut récupérer le cœur? C'est fort quand même. Moi j'ai vu plusieurs parties où c'est ça qui fait la game en fait. Moi c'est la question que je me pose, c'est est-ce que oui ou non il faut faire cette règle-là. J'invite vraiment les auditeurs à réfléchir à cette question, à se poser, parce que je suis sûr que ça vous est déjà arrivé des parties en fait qui dysfonctionnent à cause de ça, ou en tout cas qui sont où vous vous dites bah non, je vais pas tuer le cœur de cet accompli parce qu'il va le récupérer après. Et il va me faire un enfant et du coup il va gagner à la majesté, alors que c'est pas le but. Théoriquement, le but c'est que quand on fait un spectre chez l'adversaire, bah, on le contraint à sombrer dans le monde des morts. Bah, tu vois, Et là, en fait, ce qui se passe souvent, c'est que le fait d'avoir un spectre va faire qu'il va avoir encore plus de majesté, finalement. Alors que c'est pas quand même l'esprit. Exactement. Donc ça, je sais pas. Il faudra réfléchir à cette épineuse question. Il faudra le playtester et on verra ce que ça donne. Et ça pourrait être une autre règle qui serait dans les dios. Pour raffiner encore plus le jeu. Mais après, ça peut aussi donner lieu à d'autres problèmes. Qui est que quand on tue un spectre, généralement, on le fait avec un gros pic. Et que du coup, c'est le pic. Oui. Quand on tue un accompli, pardon, on le fait avec un gros pic. Et du coup, ça donne lieu à un spectre. Tu as raison de me reprendre. Et donc, du coup, le propriétaire du spectre pourrait aussi récupérer un gros pic à ce moment-là. Enfin, généralement, c'est quelqu'un qui le tue. Enfin, en tout cas, c'est compliqué. Il va falloir réfléchir à ça. Et honnêtement, il va falloir le playtester. Mais je pense que c'est pas une mauvaise règle. Sur le papier. Ouais. C'est pas comme ça qu'on joue pour le moment, mais je pense que ça pourrait valoir le coup de playtester ça. Et puis j'avais une autre question à te poser, Johan, puisque tu es un joueur très défensif et que finalement tu gagnes peu. Tu tues peu. Oui. Moi, c'est quoi un bon joueur de Val? Est-ce que c'est quelqu'un qui sait gagner des parties ou est-ce que c'est quelqu'un qui sait ne pas perdre des parties? Qui rend une partie intéressante. La troisième voie. Bien vu, d'accord. C'est celui qui va en fait se retrouver dans sa façon de jouer. J'entends par là qui va être à l'aise, qui ne va pas se dire si j'avais su, j'aurais joué comme ça. Ou alors il va se dire bon, j'aurais pu optimiser, mais sur le moment, c'était pour moi la bonne solution. Pour moi, c'est ça un bon joueur de Val. Même s'il n'a pas forcément optimisé, il a joué vraiment à la façon dont il a voulu construire son jeu,
construire son Val. Ouais. Et puis, Est-ce que ça t'arrive parfois de faire des moves ou de faire des figures parce que tu trouves ça joli? Parce que tu trouves ça esthétique? Tu l'as dit à demi-mot tout à l'heure. Oui, mais... si, ça, c'est... Je t'avouerai qu'on peut m'avoir très facilement là-dessus. En fait. D'accord, ouais. Mais après, j'essaie quand même d'être un minimum pragmatique. Quand même, ouais. Et allier la victoire à l'élégance. Quoi. Voilà, mais je ne vais pas downgrader non plus, mes figures sous prétexte que... C'est que la narration. Voilà. En tout cas, c'est intéressant. T'es un joueur de Val original et à vrai dire, tu me plais beaucoup parce que tu renforces l'idée. Pour moi, en fait, ta manière de jouer, ton style en fait de jeu renforce l'idée que le Val, ce n'est pas qu'un jeu de performance, ce n'est pas qu'un jeu de compétition. C'est aussi un jeu d'élégance. Tu vois, il y a une certaine forme d'élégance en fait. Oui, mais il y a très peu de joueurs en fait qui jouent comme ça, tu vois. En tout cas, c'est pas les joueurs qu'on a invités à communiquer dans ces vidéos. Tu vois ce que je veux dire? Si tu prends des Maxime, des Darky, des Milaz, ce sont des joueurs, et même Valentin qui est venu la dernière fois, ce sont des joueurs optimisateurs. L'objectif, c'est la victoire. C'est de gagner. Tu vois, si tu prends des Fabien, par exemple, Fabien qui avait fait la vidéo de Val Narratif avec nous cette saison, nettement moins déjà. Il dit souvent, quand je gagne, je suis triste pour celui qui a perdu, et quand je perds, je suis triste d'avoir perdu. Et donc il dit souvent, les jeux de compétition, ça me rend triste tout court. Ouais. Et donc il faut que j'aille trouver un autre plaisir, quelque chose d'autre en fait dans le jeu. Et je suis pas sûr... moi je ne suis pas du tout compétition. Voilà, mais je pense que tu as un peu ce style-là. Voilà. Et pourtant, tu joues au Val. Ouais. Et tu vois, ça m'intéresse beaucoup. Ça veut dire que le Val n'est pas qu'un jeu de compétition. Tu vois ce que je veux dire? La compétition est géniale pour faire émerger des stratégies et avoir une vision vraiment très pragmatique du jeu. Mais faire la compétition, pour moi, n'a aucun sens. Il faut que tout ce qui a émergé de la compétition... et un but autre que je vous ai défoncé. Et ce but, il est esthétique pour toi, je pense. Voilà. C'est très original, moi, en fait. Le summum de la compétition, c'est ce qu'on peut voir à très très haut niveau, ou même pas forcément à très très haut niveau, mais même à des niveaux plus bas. C'est une fois qu'un maximum de stratégie a émergé, les joueurs, même si c'est pas l'optimisation ultime, on ait quelque chose de propre, de bout en bout, et que la part, on va dire, de hasard, en fait, soit le plus minime possible. Que, comment ça s'appelle les accidents n'existent pas. Voilà. Enfin, ouais. En fonction de, bien entendu, si on veut vraiment faire quelque chose, comme tu dis, d'extrêmement élégant, très, très beau, on ait cette impression du début à la fin de la partie. Vraiment, après, si quelqu'un veut faire une partie de Val très agressive, vraiment fait pour gagner, en ne voyant que l'aspect on a des valeurs et on défonce l'autre, que dans les deux, on retrouve cet aspect-là. Et vraiment... c'est très intéressant. Et puis, ça m'inspire des tas de réflexions. Première réflexion, une réflexion sur le speedrun. Dans le speedrun, il y a des fois où les joueurs, parce qu'ils sont en single segment ou parce qu'ils sont en public, vont choisir, enfin les joueurs, les super players, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler, vont choisir de faire des gestes qui sont, par exemple, en public. Si on prend par exemple Brothermain, quand je l'ai vu jouer en public au Stunfest, il fait pas forcément les mêmes parcours que quand il joue chez lui, parce que pour être sûr, pour garantir le spectacle en fait en public, il va parfois faire des choses moins risquées, prendre un peu moins de risques, pour être sûr de passer quelque chose de beau. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'il pourrait prendre beaucoup plus de risques, mais s'il rate, ça va être très très moche. Il va préférer minimiser, tu vois, le risque, mais pour être sûr qu'il se passe quelque chose de beau à l'écran. Donc tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu ça, ton exigence. Il a la passion du beau geste. Voilà, c'est ça, exactement. Si on reprend Otis dans Astérix, Mission Cléopâtre. La passion du beau geste, notre ami Brothermain. Et donc il y a ça, tu vois, garder toujours cette équipe. Si je fais un truc trop beau, ça peut aussi faire trop fail, quoi, quelque part. Ça peut aussi trop rater. Donc il faut toujours minimiser l'accident, etc. Donc ça m'évoque ça. Et puis deuxième élément, c'est que si on t'écoute,
beaucoup derrière leur casque diront non, mais en fait, c'est juste un mauvais joueur, Johan. Tu vois, mais mauvais au sens, il est pas bon, tu vois. Oui, non, mais... Il dit non, mais c'est juste un mauvais joueur. Il dit c'est pour l'élégance qu'il défend, etc. Mais en vérité, il aurait pu faire cela. Tu verras, il y a plein de joueurs optimisateurs qui regarderont tes cartes et dans les commentaires diront oui, mais là, c'est absurde ce qu'il fait, il aurait dû attaquer, c'était ce qu'il fallait faire, c'était optimisé, etc. Et on a vu comme ça pas mal de joueurs de Magic, par exemple. Je me souviens notamment de Damien qui rencontre un joueur à Caen qui lui dit, un joueur de Magic, qui dit à Damien joue un jeu Choice Burn, donc en gros c'est un burn, donc il fait des dégâts, mais il donne le choix à son adversaire de prendre les dégâts ou de subir des contraintes. Et l'adversaire lui fait mais pourquoi tu joues pas Burn, c'est beaucoup plus efficace. Et Damien, beau de répondre ah oui mais ça m'amuserait beaucoup moins. Et donc pour ce joueur optimisateur, Damien est un mauvais joueur de Magic, au sens il est pas bon, il est mauvais parce que il n'a pas choisi le deck le plus optimisé par rapport à l'archétype qu'il est en train de produire. Mais Damien, il est là, mais non, c'est moi le beau joueur. C'est moi qui joue l'élégance. C'est moi qui prends le risque. C'est moi qui fais un truc original là où vous n'êtes que des moutons de panurge et vous ne faites que prendre des decks sur Internet. Tu vois ? Et donc, on retrouve cette espèce de discours entre d'un côté la personne qui dit non, moi je fais ça pour le beau jeu. Le beau jeu, disent les gens dans le jeu vidéo. Le beau jeu. Alors que les autres disent non, mais le beau jeu, c'est le jeu efficace qui gagne. Tu vois ? Et donc, ça me plaît. Après, tout dépend de ce que tu veux, ce que tu attends d'un jeu, en fait. C'est surtout ça. Là, tu disais, c'est les joueurs qui prennent des jeux sur Internet pour Magic sont des mutants de panurge. Non. Ils savent très bien qu'il y a eu des semaines et des heures de réflexion pour optimiser le jeu à la perfection. C'est normal qu'ils prennent les jeux là. C'est des jeux, ils ont fait leurs preuves, ils sont là d'un point de vue statistique, ils sont présents. Donc, si on veut, dès le début, ne penser qu'à la performance, ne pas prendre ces jeux-là, c'est ridicule. Et c'est des joueurs, ils veulent de la performance et je les comprends tout à fait. Tu parlais du Stunfest, moi je me souviens, petite anecdote d'il y a je sais plus, ça fait 4 ans, 5 ans, pas plus. C'était un duel sur Super Meat Boy où un joueur avait mis une avance considérable à son adversaire et a décidé de faire un parcours complètement différent de son habitude, en disant bien, là, je vais me rater, c'est sûr, il va y avoir du retry. Effectivement, il y a eu du retry, et je me souviens, il y a eu 2 personnes à côté de moi. Oui, mais c'est une honte, regarde ça, nous on était là pour le beau jeu, là, ça arrive à faire n'importe quoi, on était là pour voir un beau match. Et là, on a eu complètement l'effet inverse de ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, bien sûr. Pour eux, le beau jeu, c'était vraiment une performance. Absolu, faire le temps le plus court, même si le trajet était pas spécialement élégant. Mais tu vois, tout est une question en fait des talons et du curseur en fait. Là, je te parle en tant que créateur de jeu. Ouais. Moi, ce qui me plaît dans un jeu, en tant que créateur, c'est les jeux qui rendent ce genre de discussion possible. Et il y en a pas beaucoup en fait, tu vois. Le problème des jeux pétés comme par exemple le Puissance 4, les Dames, etc., c'est qu'en fait dans le fond, il n'y a plus de questions de ce genre-là. Parce qu'on sait plus... Enfin, tu vois... alors ça c'est... Bon, allez, j'ai pas d'exemple, mais en gros, moi, ce qui m'a beaucoup séduit dans Magic, c'était justement le fait qu'on puisse avoir ce genre de discussion. Voilà. Sur... finalement, qu'est-ce que ça révèle, ces jeux-là ? Ça révèle qui on est. Ça nous dit, en fait... Ça nous dit pas ce qu'est le jeu. Le jeu nous permet de nous exprimer. Il est un moyen de s'exprimer. Et en fait, si on y réfléchit bien, ces jeux qui permettent en fait, de s'exprimer, c'est là où il y a le plus d'émergence. C'est là où il y a, comme le jeu de rôle par exemple, qui est même le média qui permet ça, tu vois, à l'infini. Et c'est ça qui me plaît, moi, dans les jeux. Et ce qui m'intéresse dans le Val, c'est que je trouve, enfin, ce qui me fait plaisir dans le Val, pour être plus précis en tant que créateur de ce jeu, c'est que j'ai l'impression d'y retrouver ce genre de discussion, ce genre de discours, etc. Où à chaque fois qu'on faisait un podcast sur le Val, on commençait par des questions d'optimisation et on finissait par des questions de métaphysique. Et parce qu'on a les 2 jumeaux, en fait, qui sont l'un avec l'autre, la performance
et on va dire l'élégance. L'élégance, ouais. C'est comme Magic. On a eu des personnes qui, dès le début de Magic, ont fait de la performance à bloc, qui ne voyaient que le côté statistique, que le côté chiffre du jeu. Après, comme toute mathématique, c'est comme disait Einstein, hein, ça peut être extrêmement élégant. Mais à côté de ça, tu as ceux qui ont préféré faire des decks à thème qui leur plaisaient avec leur façon de jouer, mais qui à chaque fois prenaient de ce côté performance. Et inversement, tu as eu des decks qui ont fini par performer parce que des mecs ont commencé à faire des jeux qui leur plaisent, se sont dit tiens, j'avais pas vu cette interaction-là. La performance permet d'optimiser, le côté élégant permet de faire émerger des nouveaux styles. Et on retrouve ça dans le Val. C'est très intriguant. Très intriguant. Pour moi, les deux sont complémentaires et comme je dis, des jumeaux en fait. Tu dirais que ça t'est déjà arrivé dans le Val de faire des coups sous-optimaux parce que tu savais que ça donnerait peut-être lieu à de plus belles figures après ou je sais pas. Ça t'est déjà arrivé ? Non. Quand même pas. Volontairement, tu vois, volontairement de faire des moins de bonnes figures. Enfin, tu vois, non, mais un coup sous-optimal où tu dis bon, là, peut-être que j'aurais plutôt intérêt à faire ça, mais je vais quand même faire ça parce que ça donnera lieu à plus de ceci, plus de cela, plus d'élégance. À chaque fois, il y a quand même un petit côté pragmatique derrière. Ouais, voilà, c'est ça. Tu dis que c'est oui, effectivement, je ne vais pas jouer le coup optimal. Pas tout de suite, mais voilà. Mais sur l'ensemble de la partie, ça aura peut-être été finalement le coup optimal. Pour la simple et bonne raison que si je le joue, ce coup optimal, je vais me retrouver derrière, soit dans une situation de pénurie. Voilà. Pas forcément en pénurie, mais je ne vais plus avoir de ressources. D'accord, ouais, je comprends. Et tu gardes toujours de la réserve, quoi. Toi, t'es le genre de mec qui doit avoir des thunes sur son compte en banque en se disant... Absolument pas. En se disant, il vaut mieux avoir un petit quelque chose. Non, absolument pas. Ok. Bon, raté. Je me disais, voilà, je me disais, peut-être qu'il est prudent, finalement. Ah oui, non, c'est... Ok. Bon. Et là, j'ai du mal encore à comprendre. Moi, je suis pas de ton école, tu vois. J'ai du mal à comprendre la manière dont tu joues et tout. Mais je suis très heureux que des gens puissent jouer à ce jeu comme ça et puissent discuter comme ça. Et jamais j'irai dire, comme ce joueur de Caen qui avait dit à Damien, oui, mais tu joues pas, tu vois. Genre, ouais, mais toi, tu joues pas optimisé, ouais, tu me parles pas. Enfin, tu vois, je vais pouvoir arrêter de jouer contre des casus. Tu vois, je vais pouvoir arrêter de jouer comme. Et là, tu vois, tu connais Yann Chauvière, Cœur de Vandale, qui me présente Speedrun, qui présentait Speedrun avec comment s'appelle-t-il déjà son j'oublie toujours son nom. Cœur de Vandale et Reel Me Up. Oui. Donc, lui, par exemple, c'est un joueur impossible avec lui de pas faire un coup optimisé, quoi. Si tu fais un coup sous-optimisé volontairement, c'est limite s'il pense pas que tu triches, quoi. Tu vois, il faut vraiment que tout soit optimisé, etc. Et c'est ça l'élégance pour lui. Tu vois, il serait dans cette discussion, je pense qu'il aurait une position très, très extrême dans l'optimisation. Ça me fait vraiment penser à ce qu'il s'est passé en début d'année avec AlphaGo. Je crois que je t'en avais déjà parlé. Donc, pour replacer le contexte, une intelligence artificielle a réussi à battre un joueur humain au Go. Donc, jeu qui présente quand même beaucoup plus de coups et de possibilités que les échecs. Et cette intelligence artificielle, en milieu de partie, a joué un coup qui paraissait complètement délirant. Les joueurs présents, donc celui qui déplaçait les petites pierres pour l'intelligence artificielle et son adversaire ont été fumer une cigarette ou boire un coup, je ne sais plus. Et quand ils sont revenus, l'intelligence artificielle avait joué le coup suivant, en plaçant une pierre au milieu de la planche dans un endroit complètement délirant. Et la personne qui devait placer la pierre a bien mis 30 secondes à chercher, mais ça ne peut pas être là. C'est pas un coup optimisé, aucun débutant n'arriverait à le faire. Et pourtant, cette pierre placée là,
par cette intelligence artificielle s'est révélée décisive un peu plus tard dans la partie. Et pourtant, c'était un coup où tous les professionnels du Go s'étaient tournés dessus en se disant « c'est dingue, ça n'a pas sa place ». Et ça, à mon avis, c'est le genre de chose qui arrivera, même qui doit déjà arriver à Magic, etc., même le Val. On est tellement habitué à des styles de jeu actuels que le jour où on aura une personne, comme on parlait, qui voudra faire un jeu complètement à sortir des carcans habituels, qui va, à un moment de temps, décider de l'optimiser dans son coin complètement en dehors des metagames, va arriver dans un tournoi, faire son jeu et exploser tout le monde. Pour la simple et bonne raison qu'il aura une vision du jeu complètement différente de tout ce que l'on voit, parce que même toi, qui d'ailleurs, félicitations d'être dans MTG Top 8, il fallait quand même que ce soit dit. Merci. Ton jeu est quand même inspiré par les decks existants. Exactement. Et tu prends quelqu'un qui est complètement isolé. Il est pire que ça, en fait. Il est même bâti pour vaincre les jeux existants. C'est-à-dire que j'ai pris, pour le construire, en fait, pour trahir un secret de fabrication, j'ai regardé MTG Top 8 pendant des heures et des heures. C'est pour ça aussi que je suis très fier d'y figurer, parce que, justement, c'est mon site de référence pour construire des decks. Et donc, du coup, j'ai regardé tous les decks qui perfait dans le Legacy. Et j'ai regardé un peu comment il fonctionnait et tout. Et donc, tu calcules en fait chaque carte. Tu te dis, OK, cette carte-là, elle est utile à 72% contre tel truc, tel truc, tel truc. Donc, a priori, elle sera bien là. Là, il faut faire ça, il faut mettre ça comme ça, etc. Et j'ai aussi calculé. Par contre, l'inverse, c'est aussi vrai. C'est-à-dire que maintenant que mon deck fait partie de la méta, il y a des tas de cartes de haine qui vont peut-être revenir en fait dans les sides et qui, du coup, vont me défoncer. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que le fait que tout à l'heure je disais oui c'est scandaleux, mais c'est pas moi qui dis ça forcément, hein, mais même si je peux parfois le penser, mais c'est scandaleux, les gens comme des moutons de panurge font des decks et tout. Oui, mais c'est aussi ce qui permet à une méta d'exister, et donc à un jeu de vivre, et donc à des réflexions d'émerger, etc., etc. Donc ça reste quand même très très intéressant, toutes ces statistiques autour du jeu. Complètement. Je ne critique absolument justement, pas au contraire, tu es en train de dire que ça fait émerger de nouvelles choses. Voilà, et puis une personne qui est complètement isolée de ce système-là aura peut-être créé un jeu, ou même carrément, donc on prend une méta actuelle, et puis on prend aussi un groupe de joueurs qui sont en autarcie, qui vont aussi créer leur propre metagame, et qui, tu fais venir un jeu de ce metagame-là dans notre metagame à nous, dans notre système à nous, il peut très bien tous nous exploser, parce qu'on n'aura jamais réfléchi de cette manière à jouer à Magic ou au Val. Mais l'inverse, c'est aussi vrai. Hein. Exactement. Ça me fait penser à la guerre des mondes, moi. Ah, ben complètement. À la fin de la guerre des mondes, à la chute de la guerre des mondes. On aura deux systèmes, tant qu'ils ne se sont pas rencontrés, qui auront chacun leur particularité. Et on n'a aucune idée des interactions qu'ils peuvent avoir les uns avec les autres. Mais on est tellement habitué à vivre dans nos systèmes-là que le jour où ça se rencontre, soit ça marche, soit ça marche pas, soit ça s'égalise. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien aussi, c'est qu'il y ait des genres de méta aussi dans le Val, c'est-à-dire qu'il y ait des joueurs qui aient telle ou telle psychologie. Par exemple, toi, tu vas être un joueur plutôt défensif. Par exemple, Yann Sully va être plutôt intuitif. Maxime va être très calculateur, etc. Et qu'en fait, à la fin, on se rende compte que, par exemple, le joueur intuitif défonce le joueur défensif, que le joueur défensif défonce le joueur calculateur, et que tu vois qu'il y a une genre de méta comme ça qui s'instaure aussi, de manière de jouer en fait qui contrecarre certaines autres manières de jouer, et que du coup on soit toujours dans le bluff de et si j'étais plutôt un joueur comme ça, etc. Tu vas essayer de bluffer aussi sur son attitude, sur ses... ce serait vraiment formidable, mais bon, je pense que c'est pas possible. Je pense que Magic fait beaucoup mieux ça dans le type de jeu, les archétypes et tout. Faudrait analyser énormément de quantités de parties. En analysant des quantités de parties, à mon avis, on serait peut-être capable de dégager ce genre de schéma. En tout cas, voilà. Bon, émission beaucoup plus longue que prévu. En même temps, on avait 2 parties à débriefer. Exactement. On a passé plus de temps à discuter autour du Val que de discuter des parties en elles-mêmes. Mais bon, voilà.
Allez, moi je vous laisse. Donc, on se retrouve après les vacances. Alors, j'ai énormément de mal en ce moment, j'avoue, à enregistrer ces émissions, à trouver des joueurs de Val, à déplacer des joueurs de Val. Donc, il y a des chances pour que vous revoyiez un peu les mêmes têtes tout le temps dans ces émissions. Donc, du coup, bah oui, c'est difficile pour moi d'avoir une émission tous les mois à vous présenter sur le Val. J'essaye, hein, mais bon, je tourne plus autour d'une émission tous les 2 mois. Mais bon, voilà, je fais de mon mieux. J'espère que cette émission vous aura plu. Je vous rappelle que vous pouvez typer la cellule et donc aussi le matériel et parce que tout ce matériel, là, tout ça, c'est à la cellule. Hein. Cet homme-là, il est à la cellule aussi, hein, ce qu'on disait la dernière fois avec Fabien. Et ben, c'est pareil avec Johan. Donc, n'hésitez pas à typer la cellule. Tu es tipeur d'ailleurs de la cellule, toi. C'est bien. C'est bien, Johan, très bien. Allez, merci à tous. Bonnes vacances à tous. Portez-vous bien et surtout jouez bien pendant ces vacances. À très bientôt sous le soleil. Des bisous.